ça me dépasse. Oh. Le pays, oh papa, t'es la pâte. Oh. On vit des webisans tous les jours, ça me pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous, mais oh non, la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer. Beaucoup de projets, oh. Professeur Kamto, nous allons maintenant aborder le cas de l'image du Cameroun et la diplomatie. Oui. Vous avez déclaré tout récemment que la relation entre la France et le Cameroun est chargée. Qu'est-ce que vous mettez dans chargé et comment la déchargez-vous de ce qui est chargé? C'est vrai que parfois on fait allusion quand on met chargé. Nous nous sommes restés sur la symbolique chargé parce que l'homme politique a mis des guillemets. Dans la charge, il y a l'histoire, il y a beaucoup de choses. Ah non, donc, il vaut mieux que c'est lui qui réponde. Oui, effectivement, donc comment vous déchargez tout ça sans être dans du passionnel, ni dans la victimisation. C'est ça. Avoir une relation sereine et apaisée. Voilà, c'est précisément ce que je voulais dire. C'est parce que nous avons une histoire commune avec ce pays et qu'il y a une charge historique. C'est pas une charge qui peut avoir une dimension émotionnelle, mais elle est d'abord historique. Quand je dis charge, donc il y a un poids de l'histoire qu'on ne peut pas seulement évacuer du revers de la main. Si je refais brièvement le parcours historique de cette relation, vous verrez que j'ai dit que ça, à partir de 1916, avec la défaite allemande et l'installation au Cameroun du condominium franco-britannique, vous voyez, la première chose, le premier acte que la France pose, c'est quoi? C'était de détacher du Cameroun les territoires que l'Allemagne avait conquis sur le Cameroun. Et donc c'est un problème. Cela veut donc dire que... Et il ne rattache pas pour ramener en France, il détache pour rattacher à ses colonies. C'est-à-dire au Tchad, à la Centrafrique, au Nord, au Gabon, soit un peu au Congo, mais surtout au Gabon, parce que tout le Nord. Surtout au Gabon, oui, voilà, tout le Nord, Bitam jusqu'à Mimvo. Oui, et même une bonne partie de la Centrafrique, tout le Nord. Et je peux vous dire, curieusement, une bonne partie du bec du Ghana, où il y a le pétrole tchadien, donc c'était pas... Et donc, quand vous regardez ça, vous dites... Donc, ça veut dire donc que dès le départ, eux-mêmes ne mettent pas nos relations sur le même plan que leurs relations avec les autres. Est-ce que c'est une méfiance vis-à-vis de nous? Parce que s'ils estimaient qu'ils avaient là, effectivement, un partenaire historique, ils auraient pu dire, bon, ok, nous avons concédé ça à l'Allemagne en 1911, parce que c'est en 1911 qu'ils avaient fait la concession, c'est devenu territoire du Cameroun, bon, ça va, puisque nous sommes au Cameroun, comme puissance de tutelle, mandataire à l'époque, et donc nous pouvons garder ça, et puis bon voilà. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc il y a une amputation territoriale qu'on ne peut pas nier. Ce sont des faits historiques. Donc je dis, on commence par là. Et j'ai coutume de dire que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale avec le Cameroun. L'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale avec le Cameroun parce que voilà un territoire qui avait presque que 800 000 km², 740 ou 50 000 km², qui est aujourd'hui à 475 000. C'est presque la moitié du territoire. Vous y ajoutez Bakassi, ça fait combien? Donc 475 000, puisque Bakassi n'a jamais été ailleurs qu'au Cameroun. Donc, d'accord. Oui. Donc c'est si on avait arraché Bakassi que nous serions tombés à 474 000. Parce que Bakassi, c'est à peu près 1000 km². Donc, mais nous avons préservé Bakassi, donc ça reste Cameroun. Et donc, il y a là, pour le Camerounais que je suis, et qui pour le Camerounais pétri de l'histoire de son pays que je suis. Je ne suis pas indifférent par rapport à cela. Donc cette espèce d'accordéon que nous avons subi à travers l'histoire, pour moi ça me parle. Donc ça c'est un premier élément. Ensuite, comme je l'ai dit, n'oublions quand même pas que la première armée de la France libre est levée au Cameroun. Oui. Elle ne pouvait pas être levée en Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest était pétainiste. L'ensemble des hauts commissaires qui étaient en Afrique de l'Ouest étaient pétainistes et n'auraient jamais pu lever une armée pour De Gaulle, c'est-à-dire donc pour la France libre, qui était incarnée par De Gaulle et qui était basée à Londres. Et c'est pour cela qu'on envoie le colonel Leclerc. D'ailleurs, apparemment, il était commandant capitaine et quand il arrive, il arrache ses galons, il met colonel pour avoir le grade le plus élevé à Douala. Et donc,
on va essayer à Brazzaville, mais c'est surtout au Cameroun qu'on lève la première armée, avec l'appui de Félix Eboué, alors gouverneur du Tchad, qui était lui effectivement acquis à la cause de la France libre. C'est pour cela qu'on lève la première armée. Je pense que cela mérite quand même aussi que nous le disions. Donc nous avons été les premiers à croire et à verser notre sang pour la libération de la France des griffes de l'Allemagne. On ne peut pas faire comme si cela n'a pas existé. Vous y ajouterez le capitaine Charles Ntchorere, qui est un peu un enfant du Cameroun, gabonais, mais qui a travaillé au Cameroun allemand 3 ans comme au service commercial d'une grande entreprise. Oui. Ensuite, il retourne au Gabon, s'engager dans l'armée française. C'est ça. Très rapidement, il a grimpé les échelons et il a fini par être formateur d'officiers français ici à Fréjus. Voilà. Et c'est lui qui a formé la colonne Ouest-Afrique à Katsi au Mali, 800 hommes, et ainsi de suite. Raison pour laquelle l'hôpital militaire de Saint-Louis à Dakar porte son nom. Donc, très bien. Juste voilà. à ce point-là. C'est un pan que je connaissais moins. Donc voilà, ça ce sont des éléments extrêmement importants d'histoire. Parce que quand on dit c'est chargé, c'est aussi cela. C'est d'abord, donc ça n'est pas rien. Et que dans nos relations, on ne doit pas oublier cela. Parce que quand vous avez été aux côtés d'un allié ou d'un partenaire parmi les heures les plus sombres de son histoire. Oui. Quand vous avez versé votre sang pour la liberté et la libération de ce partenaire ou de cet ami, ça n'est pas quelque chose qui ne compte pas. Donc je voulais rappeler cela. Vient maintenant la période de la naissance du nationalisme camerounais. Et ils y allaient contrairement à tout ce que l'on... Parce qu'il faut relire, parce qu'on nous a servi une histoire complètement biaisée du nationalisme camerounais. Il faut relire les textes des nationalistes, les textes de Oumniobé, ce qu'il dit du tribalisme, ce qu'il revendique. Leur problème n'est pas d'être contre un pays, ils veulent l'indépendance et la réunification de leur pays. Ils veulent que l'on applique les accords de tutelle qui demandaient à la puissance de tutelle d'amener rapidement le territoire sous tutelle vers son émancipation. Voilà. Et l'amélioration des conditions de vie, du niveau de vie des populations. C'est dans les accords de tutelle. C'est ce qu'ils demandaient. Et donc lorsqu'ils se constituent en 1948, si, justement pour des raisons liées à l'histoire et l'efficacité de l'époque, ils ne pouvaient pas s'adosser sur une autre formation politique que des syndicats qui étaient proches des communistes français, tout simplement parce que ceux qui dirigeaient le Cameroun sous tutelle française à l'époque étaient des gens, c'est ça, qui n'étaient pas favorables à l'émancipation. Ils relisaient les discours, c'est terrible ce qu'on dit, les discours qui sont... Mesmer l'a dit. Oui, et Mesmer c'est encore plus récent. Lorsque vous relisez les premiers discours de 1900 à l'ATCAM, et à l'ARCAM, Assemblée représentative, Assemblée territoriale. Mais lisez les discours que l'on tient, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, que les représentants du haut commissaire, les colons français tiennent, c'est absolument renversant. Donc ils n'étaient pas du tout préparés à ce que le Cameroun accède un jour à l'indépendance. Comprenez? Donc il y a eu des phénomènes. Je vais vous raconter juste une petite anecdote que j'ai découverte en travaillant sur un livre que j'ai écrit sur le droit constitutionnel camerounais, du Cameroun, qui a toute une partie sur l'histoire politique et constitutionnelle. Et alors, il y a l'histoire Omnium, l'affaire Omnium. Omnium était une entreprise des travaux publics basée en France, qui gagne un marché au Cameroun pour construire une route du centre de Yaoundé jusqu'à l'ancien aéroport. La fameuse route. La fameuse, voilà. Et on met ça sur le budget du territoire. Bon, l'Assemblée territoriale, qui n'a pas encore de vrai pouvoir législatif à l'époque, ne pouvait qu'enregistrer, parce que c'est le haut commissaire qui dit, voilà, on met sur le budget territoire, mais l'entreprise qui gagne le marché est en France. Seulement 1 an après, au moment de voter le budget de l'année suivante, on leur demande un avenant. Et la première question qu'ils posent, c'est mais où est la réalisation du premier contrat? Parce que nous ne voyons pas de route, même un commencement d'exécution. Et donc on l'a tordu la même, finalement on a imposé un avenant. Tout cela, on appelle ça aujourd'hui un marché fictif. On le dit encore là. Donc qui n'a jamais été exécuté, mais le territoire a payé. Je vous cite cette anecdote parce que c'est à partir de là que les Camerounais, donc, qui sont à l'Assemblée, commencent à entrer presque en rébellion. Si vous lisez les échanges, c'est absolument passionnant entre Paul Sopo-Priso, Daniel Kemajou et les autres. Ils disaient non, on n'acceptera plus ça. Donc
j'allais dire, l'autonomie, le pouvoir du Parlement camerounais s'est gagné aussi justement à travers cette affaire. Où ils disent donc il faut que nous ayons davantage de pouvoir pour légiférer sur nos propres affaires. On ne va pas continuer à payer de l'argent à une entreprise qui fait rien, mais on nous demande de... Donc, ça c'est l'histoire du pays. Ça c'est la charge, hein. Nous sommes dans la charge. Nous sommes dans la charge. Donc, j'étais sur les nationalistes. Et lorsque les nationalistes se forment à partir de cette date, c'est dire non. Nous voulons effectivement aller vers l'émancipation dans les conditions prévues par l'accord de tutelle. Ils s'appuient comme ils peuvent sur les forces qui existent à l'époque. Effectivement, y compris donc, on parle de Donat, qui était un syndicaliste, n'est-ce pas, de la CGT plutôt proche du Parti communiste. Et à partir de là, on a collé sur les nationalistes l'étiquette de communistes. Ils étaient communistes. Parce que voilà, c'était des nationalistes tout simplement. Ils n'étaient pas plus communistes que ceux de l'Algérie. Sauf qu'effectivement, il y avait une doctrine qui avait été mise en place après la défaite française à Dien Bien Phu, n'est-ce pas? La fameuse bataille de 1954, n'est-ce pas? À Dien Bien Phu, on avait dit, où les gens sont rentrés, les soldats français sont rentrés complètement remontés. Il fallait bien les satisfaire. Voilà, il fallait effectivement qu'ils passent leur colère quelque part. Et Constantin Melnik, qui était à l'époque un haut gradé de la sécurité intérieure ici, écrit dans son livre que j'ai ici d'ailleurs, La mort était leur mission, et le titre du livre, il décrit le rôle qui était alloué aux soldats qu'on envoyait en Algérie et au Cameroun. À partir de la page 173, il dit, quand tu es environ 400 000 bamileke par an, ceux qu'on avait pu compter. Le titre du livre de Constantin Melnik, La mort était leur mission. Donc, chers téléspectateurs, à vos pianotes pour retrouver sur... Et je vous souhaite bon courage, car le trouver n'est pas facile. Voilà. Et donc, je dis donc, à partir de ce moment-là, ils viennent... j'allais dire remplis de colère. Donc ils déchargent leur colère justement sur un pays comme le Cameroun. Parce que à ce moment-là, il y a l'Algérie. Mais en Algérie, disons, la résistance algérienne est mieux organisée. Et surtout a plus de moyens en termes d'armes et tout. Donc ils se défoulent au Cameroun, à vrai dire. Et donc c'est les pauvres nationalistes qui payent et trinquent. Et là où je dis c'est lourd, parce qu'on a usé de mensonges au Cameroun. Quand vous lisez par exemple la déclaration de quelqu'un comme Louis-Paul Ojoula, qui effectivement est dans la partie officielle de la délégation qui va à New York, et vous lisez le discours de Oumniopé, qui malheureusement va avoir beaucoup de mal à se faire entendre, parce que les autres viennent dire il ne se passe rien, tout est parfait au Cameroun, n'est-ce pas, voici, et montrent des progrès qui n'existent pas. Donc les nationalistes, ils sont aussi en colère, parce qu'ils voient qu'ils sont face à un mensonge contre lequel ils ne peuvent pas grand-chose. Mais quand je dis c'est chargé, c'est aussi la façon dont on a réellement liquidé le nationalisme camerounais. Mais là, excusez-moi de vous interrompre là-dessus, vous avez fait mention à un personnage que les Camerounais, j'ai vu certains poser cette question. Chargé, ça veut dire aussi se défaire de l'héritage du latiste. Mais c'est tout cela, parce que si vous voulez moderniser le Cameroun et surtout en faire un pays réellement souverain, il faut que cet héritage-là, c'est pour ça que je parlais, en fait, chargé, ça dit il faut donc que nous examinions tout cela. Et comme j'ai dit dans mon propos, c'est examiner tout cela en ayant le regard tourné vers l'avenir. Exactement. Parce que si nous occultons cela, c'est comme une blessure qui guérit en surface, mais la plaie est à l'intérieur. Et donc nous pouvons guérir la plaie à partir de l'intérieur, en vidant l'abcès et en bâtissant de nouvelles relations avec la France. Des relations qui sont des relations de respect mutuel. Une autre France-Afrique est possible alors. Non, moi j'aime pas le terme parce qu'il est tellement connoté et chargé que effectivement. C'est la connaissance que je. Voilà, si vous l'appliquez à quoi que ce soit, je vais dire ça souille la chose. Donc il vaut mieux laisser ce terme. Mais on peut construire de nouvelles relations, de partenariat bien pensé avec la France, parce que le Cameroun ne va pas disparaître, la France non plus. Comment est-ce qu'on construit de nouvelles relations intelligentes dans le respect mutuel, et que les gens cessent de nous regarder avec le tropisme du bon nègre qui descend de son arbre, n'est-ce pas? Non, vous avez affaire... Vous pouvez leur faire un discours, un procès, comme ils disent toujours, un procès de... On n'a rien à faire du procès, nous voulons construire notre pays. Moi, je veux voir demain un sourire sur la face des Camerounais. C'est ça qui m'importe. Et faire des procès aux gens. C'est pour ça que j'ai même dit, même aux dirigeants camerounais actuels, je ne ferai aucun procès. Je le dis et j'en prends l'engagement. Monsieur Biya ne sera jamais procédé.
pas un seul de ses cheveux sous moi. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on n'écrit pas l'histoire d'un pays en coupant la tête du roi à chaque fois, parce que la France le regrette jusqu'à aujourd'hui. Je crois que l'affaire de Varennes, où on est allé chercher Lucelle pour l'amener le décapiter. À la Bastille. Oui, à la Bastille. C'est pas une... Non, je pense Merci de nous faire savoir que vous avez un roi chez vous. Oui, d'une certaine façon. Mais c'était une analogie. En réalité, professeur, c'est pas au chef de l'État que vous seriez à ce moment-là qui aura à décider du sort de Paul Biya. C'est à la justice. Vous savez comme ça se passe aujourd'hui. Il y a des ONG qui s'en occupent. Il y a Non, ben l'État et le chef d'État ont son rôle à jouer. Oui. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que c'est ouvrir des cycles de revanche infinis. Nous n'avons pas besoin de ça pour construire l'histoire de notre pays. Il a fait des choses que nous regrettons, mais il faut considérer qu'on peut tourner la page, et parce qu'il y a des choses que nous pouvons réparer. Moi, la première chose, des gens qui ont été victimes de ce système, des injustices, nous devons d'abord, leur demander pardon, et ensuite, là où il peut y avoir des réparations pécuniaires, le faire, et construire le pays et avancer. Voilà, et sortir par le haut. Moi, je ne vais pas m'installer, parce que je ne vais pas me passer 3 ans ou 4 ans à faire des procès. Ça vraiment, ça ne m'intéresse pas. Donc, je voulais justement, pour revenir à la France, pour dire, j'ai aucune envie de faire des procès. C'est de dire, voici notre histoire. Comment on fait pour penser les blessures aplanies? Il y a quand même au Cameroun, dans notre pays, des gens qui ont été victimes de cette période, que même en dehors de la France, nous-mêmes en tant que gouvernement camerounais, nous n'avons pas acté cela. Nous n'avons pas dit, oui, voilà des gens qui se battaient de bonne foi pour l'indépendance de leur pays, et qui, grâce à eux, parce que grâce à eux, nous avons obtenu l'indépendance. Plutôt, ce n'est pas un hasard. Si l'indépendance du Cameroun intervient le 1er janvier 1960, c'est le premier État en Afrique subsaharienne à obtenir l'indépendance. C'est parce qu'il y avait la pression nationaliste. Et là, j'ai dit, la petite digression m'a amené à sauter à un moment très important, 1955, qui est le moment, effectivement, où on pousse les nationalistes dans le maquis, et exprès. On les pousse dans l'illégalité, et ils n'ont plus d'autre choix que de rentrer dans le maquis. 1955, mai 1955, ça se passe à Douala et à Yaoundé, dans quelques autres localités comme Konsamba. Voilà, où on massacre les gens. Et donc, moi je dis, et les témoins, il y a quelques témoins vivants que j'ai d'ailleurs rencontrés, n'est-ce pas, de la manifestation de Yaoundé, qui était, pour ceux qui connaissent Yaoundé, vers l'hôpital central, un peu plus en contrebas. Je vais demander à Joël de prendre un livre juste à côté de toi. Passe la main, tu prends ce livre, car nous en parlons, pour que le professeur prenne connaissance. Voilà. Louise Meka Fossi, vous allez le présenter au public, si vous permettez. Louise Meka Fossi est la fille de Fossi Jacob de l'UPC, qui entraîna le gendarme Outa dans les chutes de l'amitié où on précipitait les nationalistes camerounais. Ce livre est sorti tout récemment. Vous pouvez le retrouver en passant par JMTV+. Merci bien. J'ai bien connu son grand frère, voilà, M. Sigoko, qui était pharmacien, voilà, qui m'a offert. Donc il a vraiment un gros livre aussi, qui a une valeur historique inestimable. Donc je dis, on pousse les nationalistes dans ces conditions-là, dans l'illégalité, et à aucun moment vous ne trouvez un discours communiste ou même communisant. J'ai quand même lu pas mal de choses, en dehors du livre remarquable, qui est de ce point de vue très intéressant d'Achille, mais qui est un livre d'archives, parce qu'il a compilé un certain nombre de documents des nationalistes, donc il a fait une introduction, mais j'ai lu d'autres choses, que ce soit chez Abel Inga, paix à son mémoire, à son âme, pardon, à sa mémoire, parce que voilà aussi quelqu'un que je respecte énormément pour le combat qu'il a mené, qu'il aurait pu, par rapport à ce qu'on dit au schéma officiel au Cameroun, prétendre à tout et être tout, parce que c'est un des tout premiers docteurs en sciences politiques au Cameroun, mais il a gardé quand même le cap et ses convictions profondes. Donc, on les a poussés. Et donc, et je vais vous dire une chose, c'est que à cette période-là, il y a beaucoup, y compris les chefs justement traditionnels de l'Ouest, qui soutiennent, qui à l'époque se disaient que, bon, voilà, les nationalistes étaient des brigands. Voilà, oui, et donc ils avaient quand même aidé les Français, et que, bon, voilà, mais au fond, tout cela s'est retourné contre eux-mêmes, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de chefferies qui ont été incendiées, etc., etc. Donc, il y a toute cette charge-là. Quand je parle de charge, c'est à tout cela que je pense. Et que, aussi bien la France, mais nous aussi en tant que
peuple, en tant que gouvernement, non seulement nous devons ressusciter cette partie de notre histoire, nous sommes les seuls à avoir honte. Des nôtres qui ont lutté pour notre indépendance. Les Algériens sont tellement fiers, justement, n'est-ce pas, du FLN. N'est-ce pas, qu'on ne s'imagine pas quelqu'un qui, étant de la génération de FLN, n'a pas combattu et qui peut prétendre à des responsabilités publiques. Je pense qu'il est temps que nous exaltions justement ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons debout. Et ça, l'État camerounais aussi peut faire un devoir de mémoire là-dessus. Et donc, une fois qu'on a regardé ça très tranquillement, posément, avec nos partenaires français, on peut dire, voilà, il est temps que nous tournions la page en toute connaissance de cause, que nous construisions des relations nouvelles sur de nouvelles bases, parce que justement, nous pouvons être des partenaires, mais des partenaires qui se respectent, avoir vidé justement ce qui peut apparaître comme un contentieux historique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être aussi, là j'insiste là-dessus, ceux qui, sans être indexés, nos partenaires français, je suis quand même souvent surpris que l'initiative, et là c'est important parce que vous l'apprenez, les initiatives ne viennent jamais de nous. C'est ça. Jamais de nous. On a applaudi lorsque François Hollande disait qu'il allait ouvrir les archives. Depuis, on ne sait pas si on attend toujours. Aucune démarche. Aucune démarche. Même pour que Bimbia soit reconnu comme le site, le plus grand site où on déportait les esclaves, il a fallu que ce soit Doudou Ndiaye, que je salue, le Sénégalais au sein de l'UNESCO, qui fasse cette bataille-là. Voilà. Donc, chers frères, le nationalisme français, le nationalisme camerounais m'est particulièrement cher parce que personnellement j'en suis pétri. Et c'est pas un nationalisme contre quelqu'un, c'est un nationalisme au sens de patriotisme. C'est-à-dire que j'aime mon pays et je voudrais que l'autre m'aide à aimer mon pays, aime mon pays comme moi. Qu'il aime votre pays comme vous. Voilà, comme moi. Et parce que vous êtes. Non, oui, qu'il aime mon pays comme moi, c'est mieux dit. Voilà. Et parce qu'ils comprennent que vous pouvez aimer votre pays comme il l'aime. Comme il l'aime le sien. Parfait. Ça, c'est encore excellemment. C'est bien dit ça, Joël. Non, mais ça, c'est ce qu'on dit souvent. Parce que nous avons l'habitude, par exemple, et nous avons eu un homme d'État d'une stature exceptionnelle dans ce pays qui est la France, c'est le général de Gaulle. Pourquoi est-ce qu'on exalte le général de Gaulle et on peut prendre mouche qu'un Africain exalte un des siens qui, effectivement, qui est attaché à son pays? Je ne comprends pas. Ça devrait être naturel. Et je dis que dans le cas du Cameroun, parce que notre nationalisme a une racine très profonde. Parce que, comme je dis toujours, elle prend racine au moins avec Doumbé Douala Mangabel et Ngosodine. Parce que ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que Doumbé Douala Mangabel, confronté aux Allemands, qui arrachent les terres indigènes, envoie Ngosodine, qui était son secrétaire, comme messager, dans le sud, voir Martin Paul Samba. Il dit à Paul Samba, voilà, je suis confronté à une situation. Donc, c'est là que naît la nation camerounaise pour moi. Parce qu'il aurait pu en faire une affaire Douala. Mais non, il va solliciter. C'est dans le sud, c'est un pays boulou. Il dit à son frère, voilà, je suis... Et il répond positivement. Positivement, oui. Ce que les gens ne savent pas. Oui, effectivement, Martin Paul Samba envoie une délégation qui s'est installée à Douala. Voilà. Il envoie voir le sultan des Bamou, donc qui pour d'autres raisons ne s'associerait pas à la lutte, on n'y rentre pas. Mais dont il porte d'une affaire qui pouvait être considérée comme une affaire foncière locale, il en fait une cause nationale. Pour moi, ça me parle beaucoup. Et je crois que ça devrait parler à mes compatriotes de la même manière qu'à moi. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas que nous soyons à ce point-là attachés à notre pays. Et c'est diffus. Personne ne nous l'enseigne. Mais nous portons chacun de nous, en nous, comme si c'était effectivement par atavisme. Donc, et c'est ce nationalisme qui passe par Martin Paul Samba, qui passe par les nationalistes de l'UPC, avec quelqu'un comme Oumniobé, mais également au sein des Afana, le premier docteur en sciences économiques de l'Afrique centrale, qui meurt à 36 ans dans le maquis de Djoum, avec Ernest Wandier, à l'exécution de qui j'assiste le 15 janvier 1971 à Bafoussam, et tous les autres, Moumier, que l'on empoisonne à Genève. On ne peut pas, dans son histoire, avoir autant de héros et en avoir honte. Il n'y a que dans mon pays que je vois ça, mais moi, je revendique fièrement cette partie de mon histoire parce que ça fait partie de ce qui m'a pétri, moi. Comprenez? Et je n'ai pas besoin, pour cela, d'avoir eu la carte de l'UPC. Parce que je ne vole rien à personne en revendiquant ma part du nationalisme. Nous allons remercier les personnes qui nous avaient envoyé des questions. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Mais nous remercions les gens qui avaient envoyé des questions.
dont les réponses se trouvent déjà dans ce que vous dites. Oui. Il y a Patrice Jazzy Etamé qui est en Alsace, ici en France, qui a posé des questions sur la crise anglophone. Vous avez déjà battu cela. Et il y a également Guy Loïc Kamga qui est en Grèce. Il y a Cyril Ndiaga qui est écrivain, qui avait envoyé des questions dans ce sens-là aussi. Et une jeune dame, Kaline. Voilà, elle n'a donné que son nom, donc merci à vous. Nous allons poursuivre. Professeur, certains disent de vous que vous ne connaissez pas très bien votre pays. Nous allons donc faire un petit portrait camerounais. Pas chinois, parce que quand la Chine va prendre la place, il vaut mieux revenir au camerounisme, au patriotisme, n'est-ce pas? Donc, votre petit portrait camerounais. Dites-moi, savez-vous combien coûte une baguette de pain dans votre pays? Ça dépend de laquelle. Il y a à 100 francs. Il y a même les plus courts, les plus La petits. baguette normale, là, hein? Parce que le plus court de là, je ne les connais pas. Ça fait 20 ans que j'ai créé Tu as la baguette de 150 et de 200. D'accord. Bon, mais j'espère que vous allez vérifier ça là-bas. Oui, non, vous pouvez vérifier. Il y a 100, 150, 200. Ils vont le faire. Combien coûte le kilo de viande sans eau dans votre pays? 2000, 1800. Sans eau, vous avez dit? Sans eau, oui. Ah oui, 2000, 2500. Ouais, vous êtes quand même là-dedans, hein? C'était 3000. On va dire entre 2500 et 3000. Oui, non, 2000, 2500, bon, ça augmente, ça descend, ça dépend aussi. Oui, ça fluctue, ça dépend des périodes, mais c'est vraiment 2000, 2500, oui, bon, ça peut atteindre des pointes de 3000. Et le litre d'huile rouge qui permet de faire votre sauce de taro, coûte combien? Je crois que le litre d'huile, le litre. Oui, le litre doit être, à mon avis, à 400 francs maintenant. Ah, professeur, vous ne faites que manger l'huile rouge, vous ne connaissez pas son prix. Donc, c'est entre 700 et 800 francs. Là, je suis très bas alors. Mais vous n'allez pas sur le marché, c'est normal. Vous avez beaucoup de choses à faire. Non, parce que effectivement, il y a certains produits dont je connais le prix, d'autres qui fluctuent. Si vous me demandez le prix d'un bâton de Borolo, je vous donne. Donc, c'est 150 francs. Oh, déjà? Oui, c'est 150. Joël, toi et moi, on achète ça 25 francs. Non, c'est les petits qui sont à 100 francs maintenant. Donc, oui, vous me demandez le prix d'un morceau de poisson grillé, je vous dis que c'est 500 francs pour les plus petits. Ah bon, d'accord. Oui, donc de maquereau. Et le taxi, un trajet de taxi coûte combien en journée? Non, ça dépend. Vous savez que un trajet de taxi, vous allez payer 100 francs ou 150 francs, c'est-à-dire si la distance est courte. Mais si vous partez, par exemple, je vous donne un exemple concret, si vous partez du marché des sauces et que vous voulez aller à Ngouakile, vous ne payerez pas 100 francs, vous ne payerez pas 150 francs. Si vous voulez donc ne pas être déposé à la poste centrale pour prendre un autre taxi, vous allez proposer 300 francs, par exemple. Mais il y a un prix homologué, hein? Non, journée comme dans la nuit. Bon, ben si vous rencontrez le professeur, sautez dans sa voiture. Parce qu'il est sur la voiture. C'est 250 francs, professeur. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Et dans la nuit? J'ai dit, les sauts de puce, c'est 100 francs. Mais si vous voulez faire un trajet normal, c'est 250 francs. C'est bien ce que j'ai dit. Si vous voulez prendre maintenant sur une distance qui est double, c'est-à-dire quand vous déposez, pour que vous repreniez, vous pouvez proposer 300 francs, vous pouvais proposer 400 francs, le taxi va vous prendre. Quel est votre sport préféré, professeur? Aujourd'hui, je faisais un peu de football. J'ai fait du football dans ma jeunesse. J'étais joueur dans l'équipe de mon lycée. Ensuite, j'ai fait le 2-0, comme on dit au Cameroun. D'accord, je vois. En week-end. On comprend aisément pourquoi vous voulez tirer les pénaltys. Mais... et puis maintenant, je fais beaucoup plus la marche. Et quel est votre plat préféré en dehors du taro au Cameroun? Non, vraiment... les plats des différentes régions. La cuisine camerounaise est très riche. Ça peut être, je peux aimer beaucoup le namondo, comme le namgon. Vraiment, bon, malheureusement, parfois, ce n'est pas toujours conseillé parce que voilà, c'est pas toujours conseillé. Mais il y a des plats classiques au Cameroun, le ndolé, bon, voilà, c'est devenu un plat quasi national. Je l'aimerais beaucoup plus avec la morue, du poisson fumé davantage qu'avec la viande. Bon, donc, bon, voilà, vous avez parlé de taro, mais j'aime aussi les légumes. Ce qu'on appelle les légumes chez nous, en fait, c'est un peu ce qui ressemble chez vous ici aux épinards. Donc, les feuilles vertes, oui, les frelons, les feuilles vertes, oui. C'est bon, le plantain mûr, hein? Oui, avec le plantain mûr. Et il y a une façon spéciale de préparer ça à Fumban, dans le noun que j'aime beaucoup. Vous allez me donner l'adresse? Le njapche, on appelle ça. Ah, le njapche. Le njapche. Ils mettent quoi dedans? Non,
c'est fait, ils mettent de la viande, ou du poisson, mais c'est que j'aime parce qu'il y a des morceaux de tige dedans. Et ils mettent des graines de courge Ils mettent des graines aussi. de courge, donc c'est très bon à manger. Très bon avec le couscous de maïs. Mais sinon, dans la partie septentrionale, mais que l'on retrouve aussi à l'ouest d'ailleurs, j'aime bien la sauce de gombo, akro, parce qu'on fait ça avec la boule, que ce soit la boule de maïs ou la boule de riz, ou le foufou de manioc. Oui, ou la sauce sauce feuille de baobab, dans la partie septentrionale également. Ou de foléré, dans la partie septentrionale. Donc, vous voyez, en fonction des régions, il y a des choses absolument... On ne se lasse pas au Cameroun. C'est un peu l'histoire du cochon, quoi. Tout est bon dedans. Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses aussi à l'étouffer. Le poisson à l'étouffer, le ndomba, soit le ndomba de poisson, et le mbongo chobi, à condition qu'il soit vraiment bien préparé, c'est excellent. Qu'il soit bien fait aider à Ezeka. Oui, à aider à Ezeka avec le macabo, qui est bien dur là, qui est rouge ou blanc. Donc ça, oui. Les Camerounais vont se remettre à manger national avec lui à étouffer. J'en reviens moi à la politique politicienne, parce qu'on a fait allusion au tirage de pénalty. Et j'étais chez moi l'autre jour en me disant, mais qu'est-ce qui a pu leur parler dans cette histoire de tirage de pénalty? Je parle de vos collègues des partis d'opposition. Et qu'est-ce que vous vouliez entendre, vous entendiez par tirage de pénalty? Donc non, on est quand même un éclairage là-dessus. Et qu'on sorte de la petite polémique qui s'est greffée là-dessus et que d'autres... On évitera. Quoi que l'on fasse, on n'évitera pas la polémique au Cameroun. C'est un peu notre sport favori, notre sport national. Non, tirer le pénalty, nous considérons l'échéance prochaine, en particulier l'élection présidentielle, comme étant le moment où, donc après une compétition de 90 minutes, à la fin... Il faut départager. Voilà, à la toute fin de la partie, il y a un pénalty. Et il y a un seul. Si vous le marquez, vous avez gagné la partie. Et si vous ratez cela, vous l'avez perdu. C'est Cristiano Ronaldo qui vous a peut-être inspiré. Mais il y a déjà, localement, il y a des gens comme Etofis, il y a Mila, il y a des gens géants, il y a des gens énormes. N'est-ce pas? Et si on voulait repartir dans l'histoire de notre pays, Mbappé Lépé, voilà, je pense encore à Koum à l'époque. Bon, ça, les jeunes aujourd'hui ne sauront pas de qui il s'agit. De Patrick Mboma, c'est mieux. Oui, bon, Patrick Mboma, voilà, oui, qui, lui, non seulement marquait les pénaltys, mais marquait des tirs à 40 mètres, ce qui est quand même exceptionnel. Football, lui, oui. Donc c'était de dire, nous avons là un moment unique, une occasion historique d'obtenir le changement dans notre pays par les urnes. Et marquer ce pénalty, c'est trouver quelqu'un qui porte, au fond, les espérances des Camerounais, qui porte le drapeau. Voilà. Et qui tire le pénalty, c'est celui que nous aurons choisi comme étant le porte-étendard. Donc comme étant le candidat de consensus, celui derrière lequel, ou bien derrière qui nous nous mettons pour effectivement porter sa candidature afin que la victoire soit absolument claire, nette et massive. C'est ça le sens du tirage de pénalty. Et sans être dans vos secrets, est-ce que vous avez des rencontres? Est-ce que vous avez des liens avec des autres? Absolument. Est-ce que vous avez des échanges? Comment vous voyez Absolument. J'avais promis aux Camerounais que je ferai le point sur mes rencontres d'ici le mois de juin. Je vais le faire. Mais je peux déjà vous dire, parce que ça n'est pas un secret, qu'effectivement j'ai effectué de nombreuses rencontres. La première personnalité que j'ai rencontrée, c'était Maître Akere Mouna. Oui, dès ma sortie de mon message fin d'année où j'avais dit j'irai à la rencontre de tout le monde. Dès le 9 janvier, je l'ai rencontré. Puis j'ai rencontré, d'abord, j'ai demandé à rencontrer le SDF, j'ai rencontré dans son secrétaire général, à la demande du NEC, donc de leur bureau politique, qui, à l'époque, m'avait dit c'est une rencontre de contact, c'est une prise de contact, parce qu'on va nous revoir. Nous sommes en pleine préparation de notre congrès, et après nous allons désigner notre candidat, ce sera peut-être le bon moment de vous revoir. Effectivement, nous nous sommes vus, le candidat du SDF, Joshua aussi, et moi-même, dont on s'est rencontrés.
Mais j'ai rencontré en dehors de ces deux personnalités, d'autres personnalités. J'ai rencontré Madame Kawala du CPP. Ouais, j'ai rencontré le docteur Hilaire Kamga de Offre Orange. J'ai rencontré le président du Manidem, enfin l'équipe dirigeante du Manidem. J'ai rencontré des personnalités qui ne sont pas nécessairement des dirigeants de partis politiques, comme, encore que lui, il était président de PAP, on a démantelé son parti lors de la crise anglophone, Paul Aya Abidine, puisque c'était lui le président du PAP. Voilà, je l'ai rencontré, je suis allé le rencontrer à Bouya. J'ai rencontré le professeur Simon Munzou, je suis allé le rencontrer à Limbe, qui lui n'a pas de parti politique, mais une personnalité de la société civile influente et qui compte dans le sud-ouest. J'ai rencontré Maître Congo Agbobala. Oui, je l'ai rencontré également à Yaoundé. J'ai rencontré un certain nombre de leaders syndicaux. J'ai rencontré même M. Babi Kassana, qui est un ingénieur financier, qui est également aussi un prescripteur d'opinion, parce que sur les questions économiques, il a des vues très très précises. Donc j'ai rencontré toutes ces personnalités-là. Et je suis prêt à en rencontrer d'autres. Camé, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Bengue Bakala est ça la solution.